Chapitre 102. Disons quelques mots de cet empereur qui avait failli à cette haute mission de partager le monde avec Napoléon, et de ce grand-duc Constantin que l'Europe tout entière, écartée du secret de famille que nous allons dire, regardait comme son successeur. L'histoire de Russie est la plus obscure de toutes. Non qu'elle ne mérite pas d'être connue, mais parce que personne n'ose l'écrire. Un seul homme reçut cette mission, Karamsin, et il mourut sans l'avoir accompli le 3 juillet 1826 au palais de Tauride où le logeait l'empereur. 20 jours avant cette mort, l'empereur Nicolas, depuis 6 mois sur le trône, lui avait écrit la lettre suivante, laquelle pourrait servir d'exemple à certains chefs de gouvernement qui se croient plus avancés en idées libérales que ne l'est, disent-ils, le tsar de toutes les Russies. Tsar Kosgelo, 25 mai 1826. Nikolaï Mikhailovitch, le dérangement de votre santé vous oblige à quitter pour un temps votre patrie et à chercher des climats plus doux. C'est un plaisir pour moi de vous exprimer à cette occasion le vœu sincère que vous puissiez revenir bientôt au milieu de nous avec des forces nouvelles et vous employer de rechef pour l'utilité et l'honneur de la patrie comme vous l'avez fait jusqu'à présent. De même, je me plais à vous témoigner, au nom de feu l'empereur, qui avait éprouvé votre attachement si noble et si désintéressé à sa personne, et pour mon propre compte, et au nom de la Russie, toute la reconnaissance que vous méritez comme citoyen et comme auteur. L'empereur Alexandre vous avait dit « Le peuple russe est digne de connaître son histoire, l'histoire que vous avez écrite est digne du peuple russe. » Aujourd'hui, je remplis une intention à laquelle mon frère n'eut pas le temps de donner suite. Le papier ci-joint vous mettra au fait de ma volonté, qui n'est en ce qui me concerne qu'un acte de justice, mais que je regarde également comme une disposition conforme à un lait sacré de l'empereur Alexandre. Je désire que votre voyage vous soit utile et qu'il vous rende les forces nécessaires pour terminer l'affaire principale de votre vie. Cette lettre, qui pourrait être signée François Ier, Louis XIV ou Napoléon, était tout simplement signée Nicolas. Un oukase y était joint par lequel le ministre des Finances était prévenu que Sa Majesté impériale accordait à M. de Karamsin une pension de 5000 roubles, réversible de lui à sa femme et de sa femme à ses enfants. Les enfants devant jouir de cette pension jusqu'à leur entrée au service, les filles jusqu'à l'époque de leur mariage. Karamsin mourut avant d'avoir achevé son histoire, mais l'eût-il achevé, cette histoire qui nous eût appris les faits généraux et les grands événements de l'Empire russe ne fut point descendue jusqu'aux détails du genre de ceux que nous allons raconter. Il y a deux façons d'écrire l'histoire, l'une comme l'écrivait Tacite, l'autre comme l'écrivait Suétone, l'une comme l'écrivait Voltaire, l'autre comme l'écrivait Saint-Simon. Tacite est bien beau, mais nous trouvons Suétone bien amusant. Voltaire est bien limpide, mais nous trouvons Saint-Simon bien pittoresque. Écrivons donc à notre tour quelques pages de l'histoire russe comme Suétone a écrit l'histoire romaine, comme Saint-Simon a écrit l'histoire de France. Vous connaissez Catherine II de nom, n'est-ce pas? Celle que Voltaire appelait la Sémiramis du Nord, celle qui faisait des pensions à nos hommes de lettres que proscrivait Louis XV, ou qu'il laissait mourir de faim quand il ne les proscrivait pas. Catherine II avait 33 ans. Elle était belle, bienfaisante et pieuse. Jusque-là même, on l'avait dite fidèle à son époux Pierre II, lorsque tout à coup elle apprend que l'empereur veut la répudier afin d'épouser la comtesse Vorontzov, et que pour avoir un prétexte à cette répudiation, il compte faire déclarer illégitime la naissance de Paul Petrovitch. Alors elle comprend qu'il s'agit de la vie pour elle et du trône pour son fils. C'est une partie à jouer, le premier arrivé la gagnera. Cette nouvelle lui est annoncée à 10 heures du soir. À 11 heures, elle quitte le château de Peterhof qu'elle habite, et comme elle n'a pas voulu faire atteler pour laisser son départ ignoré de tout le monde, elle monte dans la charrette d'un paysan, lequel croit tout simplement conduire une femme du peuple, et elle arrive à Pétersbourg comme le jour vient de paraître. Aussitôt arrivée, elle convoque, sans leur dire dans quel but, les régiments en garnison à Pétersbourg, réunit les quelques amis sur lesquels elle croit pouvoir compter, et marche avec eux au-devant de ces régiments.
Là, faisant bondir son cheval d'un bout à l'autre de la ligne, elle harangue les officiers, invoque leur courtoisie entre hommes, en appelle à leur fidélité comme soldats, prend une épée, la tire, en jette le fourreau loin d'elle, et, craignant que cette épée n'échappe à sa main mal aguerrie, elle demande une dragonne pour la lier à son poignet. Au milieu des cris d'enthousiasme que poussent les régiments, un jeune sous-officier âgé de 18 ans entend la demande de sa souveraine. Il s'élance hors des rangs, s'approche d'elle et lui offre la dragonne de son sabre. Puis, quand Catherine a accepté, avec ce doux sourire d'une femme qui veut devenir impératrice, d'une reine qui quitte un royaume, le jeune officier veut s'éloigner et reprendre son rang. Mais le cheval qu'il monte, artisan d'une grande fortune future, se refuse à s'éloigner. Il se cabre, bondit. Habitué à l'escadron, il s'obstine à rester côte à côte du cheval de l'impératrice. Catherine, superstitieuse comme tous ceux qui jouent leur fortune sur un coup de dé, voit dans l'obstination du cheval une indication que le cavalier lui sera un puissant défenseur. Elle fait le jeune homme officier, et 8 jours après, quand Pierre III, prisonnier de celle qu'il croyait faire prisonnière, a résigné entre les mains de Catherine la couronne qu'il voulait lui enlever, l'impératrice se rappelle ce jeune officier de la place du Sénat. Elle le fait venir près d'elle et le nomme gentilhomme de la chambre de son palais. Ce jeune homme s'appelait Potemkin. À partir de ce jour, sans empêcher le moins du monde le règne de ce que l'on appela les 12 Césars, Potemkin fut le favori de l'impératrice, et sa faveur alla toujours croissant. Beaucoup, espérant le remplacer, attaquèrent cette faveur et se brisèrent contre elle. Un seul crut un instant avoir triomphé, c'était un jeune Serbe nommé Lovitz, protégé par Potemkin lui-même. Placé près de l'impératrice par son protecteur, il résolut de profiter de son absence pour le perdre. Comment s'y prit-il? C'était là un secret d'alcôve que les murs du palais de l'Ermitage ne nous ont point révélé. On sait seulement que Potemkin, mandé au palais, descendit dans son appartement et, apprenant que sa disgrâce était complète, qu'il était exilé, menacé de mort s'il n'obéissait pas, il s'avança, tout poudreux et en habit de voyage, vers l'appartement de l'impératrice. Là, un jeune lieutenant de planton veut l'arrêter. Potemkin le prend par les flancs, le soulève, le jette de l'autre côté de la chambre, entre chez l'impératrice, et 10 minutes après en sort un papier à la main. « Tenez, monsieur, dit-il au jeune officier, encore mal remis de l'accident qui vient de lui arriver. Voici un brevet de capitaine que Sa Majesté a bien voulu signer pour vous. » Le même jour, Lovitz était exilé dans la ville de Chaklov, qui fut érigée pour lui en principauté. Quant à Potemkin, il rêva tour à tour le duché de Courlande et le trône de Pologne. Mais en y réfléchissant, il ne voulut rien de tout cela, car une couronne, soit ducale, soit royale, ne l'eût pas fait plus puissant ni plus fortuné qu'il ne l'était. N'avait-il pas à chaque heure dans sa main, jouant avec eux, comme fait un pâtre avec des cailloux, autant de diamants, de rubis et d'émeraudes qu'il y en avait à la couronne? N'avait-il pas des courriers qui allaient lui chercher des sterlets dans la Volga, des melons d'eau à Astrakhan, des raisins en Crimée, des fleurs partout où il y avait de belles fleurs? Et ne donnait-il pas tous les ans, au 1er janvier, à sa souveraine un plat de cerises qui lui coûtait 10 000 roubles? Le prince de Ligne, le grand-père de celui que nous connaissons, l'auteur des charmants mémoires qui portent son nom et des lettres les plus aristocratiquement spirituelles qui jamais peut-être aient été écrites, le prince de Ligne qui avait connu Potemkin disait en parlant de lui: « Il y a dans cet homme-là du gigantesque, du romanesque et du barbaresque. » Le prince de Ligne avait raison. Pendant 30 ans, pas une chose, bonne ou mauvaise, ne se fit en Russie que par lui. Ange ou démon, il créait ou détruisait à son caprice. Il brouillait tout, mais vivifiait tout. Rien n'était quelque chose que lorsqu'il n'était pas là. Reparaissait-il, tout disparaissait, et devant lui rentrait dans le néant. Un jour, il eut l'idée de donner à Catherine un palais. Elle venait de conquérir la Tauride, et ce palais devait être un souvenir de cette conquête. En 3 mois, ce palais s'éleva dans la capitale de Catherine, sans que Catherine en sût rien.
Puis un soir, Potemkin invita l'impératrice à une fête nocturne qu'il voulait lui donner, dit-il, dans les prairies qui s'étendent sur la rive gauche de la Neva. Et là, tout planté d'arbres immenses, tout resplendissant de lumière, tout éblouissant de marbre, elle trouva le palais féerique, élevé d'un coup de baguette avec ses statues, ses meubles magnifiques et ses lacs aux poissons d'argent, d'azur et d'or. Tout devait être étrange dans cet homme, sa mort comme sa vie, sa fin inattendue comme son commencement inespéré. Il venait de passer 1 an à Pétersbourg, au milieu des fêtes et des orgies, ayant reculé les limites de la Russie jusqu'au-delà du Caucase, et pensant que cette nouvelle frontière tracée, il avait assez fait pour sa gloire et pour celle de Catherine. Tout à coup, il apprend que, profitant de son absence, le vieux Repnin a battu les Turcs, et, les forçant à demander la paix, a fait plus en 2 mois qu'il n'avait fait lui en 3 ans. Oh, alors plus de repos pour le favori, plus de gloire pour le général. Il est malade, mais qu'importe, il luttera avec la maladie et la tuera. Il part, traverse Iași et arrive à Ostakov, où il prend une nuit de repos. Le lendemain, au point du jour, il se remet en route, mais au bout de quelques vestres, l'air de sa voiture l'étouffe. Il fait arrêter, en étend son manteau sur le bord d'un fossé. Il se couche dessus tout haletant et, au bout d'un quart d'heure, expire dans les bras de sa nièce. J'ai connu cette nièce, je lui ai entendu raconter les détails de cette mort comme si c'eût été un événement d'hier. Elle avait 70 ans alors, elle s'appelait Madame Braniska, elle habitait Odessa, elle était riche à 60 à 100 millions peut-être. Elle possédait les plus beaux saphirs, les plus belles perles, les plus beaux rubis, les plus beaux diamants du monde. Comment avait-elle commencé cette collection de joyaux précieux ? Elle racontait, car elle aimait fort à raconter tout ce qui avait rapport à son oncle, elle racontait que Potemkin avait l'habitude de jouer éternellement, comme nous l'avons dit, avec des pierres précieuses qu'il faisait pleuvoir en cascade d'une main dans l'autre. Celle qui, échappant au flot direct de la cataracte, tombait à terre, était pour l'enfant gâté qui les ramassait. Souvent encore, Potemkin s'endormait sur un canapé, sur un divan, sur un sofa. Pour dormir, il étendait son bras sur un coussin, puis en dormant, sa main s'ouvrait et laissait s'échapper une poignée de pierres, qu'en se réveillant, il ne pensait pas à reprendre. Sa nièce savait cela, et, soit pendant son sommeil, soit après son réveil, elle soulevait le coussin et s'emparait du trésor. Qu'importait à Potemkin? N'avait-il pas ses poches pleines d'autres pierres? Puis, quand ses poches étaient vides, n'en avait-il point de plein baril, comme ces souverains de Samarcande, de Bagdad et de Bassora, dont parlent les 1001 nuits? Au reste, c'était une singulière femme que madame Braniska. Avec ses 60 ou 100 millions, il lui prenait parfois des accès d'avarice entremêlés d'accès de générosité, bien étonnés de se trouver ensemble. Ainsi, elle l'envoyait à son fils, qui habitait Moscou ou Pétersbourg, 500 000 francs pour ses étrennes, et elle ajoutait en post-scriptum à la lettre d'envoi « Je suis horriblement enrhumé, envoie-moi du jujube, mais attends une occasion, les ports de Moscou à Odessa sont ruineux. » Catherine faillit mourir de la mort de Potemkin. Tout semblait être commun entre ces deux grands cœurs, même la vie. Elle s'évanouit 3 fois à la fatale nouvelle, le pleura longtemps et le regretta toujours. Paul Petrovitch, auquel elle avait conservé la couronne en l'enlevant à Pierre III, avait mis au monde cette riche postérité dont j'avais vu un échantillon dans le kibitz conduit par le grand-duc Michel, plus l'empereur régnant aujourd'hui. Mais à cette époque, on ne se doutait point qu'il dût régner jamais. Au milieu de cette belle et nombreuse descendance, les yeux de Catherine s'étaient particulièrement fixés sur les 2 aînés, et par leur prénom même, en appelant l'un Alexandre, l'autre Constantin, elle semblait leur avoir fait d'avance le partage du monde. Cette idée, au reste, était tellement la sienne qu'elle les avait fait peindre enfants tous deux, l'un tranchant le nœud gordien, l'autre portant le labarum. Il y a plus. Le développement de leur éducation ne fut que l'application de ces 2 grandes idées. Constantin, destiné à l'Empire d'Orient, n'eut que des nourrices grecques, et fut entouré de maîtres grecs.
tandis qu'Alexandre, destiné à l'Empire d'Occident, fut entouré d'Anglais, d'Allemands et de Français. Au reste, rien n'était plus opposé que la façon dont chacun des deux augustes élèves recevait les leçons qu'on lui donnait. Pendant qu'Alexandre, âgé de 12 ans, répondait à Graft, son professeur de physique expérimentale, qui lui disait que la lumière était une émanation continuelle du soleil, cela ne se peut pas car le soleil deviendrait chaque jour plus petit, Constantin répondait à Saken, son gouverneur particulier, qui l'invitait à apprendre à lire. « Non, je ne veux pas apprendre à lire, parce que je vois que vous lisez toujours et que vous devenez toujours plus bête. » Nous verrons plus tard comment, à l'endroit de Constantin, les prévisions de l'impératrice furent trompées, mais pour le moment, nous dirons quelques mots de l'empereur. L'empereur Alexandre était fort aimé du peuple et de sa noblesse, aimé pour lui-même par l'amour qu'il inspirait et surtout aimé par la crainte qu'inspirait Constantin. On citait de lui une foule d'anecdotes toutes à sa louange et faisant les unes honneur à sa bonhomie, les autres à son courage ou à son esprit. Un jour, se promenant à pied selon son habitude et se voyant menacé par la pluie, il prend un droschky et se fait conduire au palais impérial. Arrivé là, l'empereur fouille à sa poche et s'aperçoit qu'il n'a pas d'argent. « Attends, dit-il au conducteur, je vais t'envoyer le prix de ta course. »« Ah oui, répond le cocher, je connais cela. »« Hein, que dis-tu » reprend l'empereur. « Je dis que je n'ai qu'à compter là-dessus. »« Comment cela » demande Alexandre. « Mais je sais bien ce que je dis. »« Eh bien, voyons, que dis-tu ?»« Ah, je dis qu'autant de personnes que je mène devant une maison à deux portes et qui descendent sans me payer, autant de débiteurs à qui je dis adieu. » Comment, même devant le palais de l'empereur? Oh, là surtout, si vous saviez combien peu de mémoire ont les grands seigneurs. Mais il fallait te plaindre, dénoncer les voleurs et les faire arrêter. Moi, faire arrêter un noble, mais votre Excellence sait bien que nous autres pauvres diables, nous n'avons point un pareil pouvoir. Si c'était quelqu'un de nous, à la bonne heure, c'est facile, ajouta le cocher en montrant sa longue barbe, car on sait par où nous prendre. Mais vous autres, grands seigneurs, vous avez le menton rasé. Bonsoir, il n'y a rien à faire. Que votre Excellence, je la supplie, cherche donc bien dans ses poches, et j'espère qu'elle y trouvera de quoi me payer. Non, dit l'empereur, ce serait inutile, mais autre chose. Voyons. Voici mon manteau, il vaut bien la course, n'est-ce pas? Certainement, si votre Excellence veut me le donner et me tenir quitte de la différence. Non, non, garde-la comme gage et ne le remets qu'à celui qui te donnera de l'argent. Ah, eh bien, à la bonne heure. Vous êtes raisonnable, vous, dit le cocher. 5 minutes après, le cocher reçut, en échange du manteau resté en gage, un billet de 100 roubles. L'empereur avait payé à la fois pour lui et pour ceux qui venaient chez lui. Mais le cocher prétendait qu'il lui redevait encore. Au temps de ses bonnes relations avec Napoléon, quand il s'inclinait vers lui et lui souriait à ses vers « L'amitié d'un grand homme est un bienfait des dieux », l'empereur Alexandre était au bal chez M. de Caulaincourt, l'ambassadeur de France, lorsqu'à minuit, on vint dire à l'amphitryon que le feu est à l'hôtel. Les terribles accidents arrivés en pareille occasion au bal du prince de Schwarzenberg étaient encore dans le souvenir de tout le monde, de sorte que la première crainte de Caulaincourt fut qu'à la nouvelle du feu, chacun voulant s'enfuir, les mêmes accidents ne se renouvelassent chez lui. En conséquence, il résolut de s'assurer par lui-même de la gravité du péril, mit un aide de camp à chaque porte, avec ordre de ne laisser sortir personne, et s'approchant de l'empereur, « Le feu est à l'hôtel, lui dit-il tout bas. Je vais savoir par moi-même ce qu'il en est. Il importe que personne ne soit instruit du danger qui existe, sans qu'on sache en même temps sa nature et son étendue. Mes aides de camp ont ordre de ne laisser sortir personne que votre majesté et leurs altesses impériales, les grands-ducs et les grandes-duchesses. Si sa majesté veut se retirer, elle le peut. Seulement j'aurai l'honneur de lui faire observer que l'on ne croira pas au feu tant qu'on le verra dans les salons. C'est bien, dit l'empereur, allez, je reste. Monsieur de Caulaincourt descendit et s'informa. Comme il l'avait prévu, le danger n'était pas aussi grand qu'on l'avait fait croire au premier abord. Il remonta dans le salon et trouva l'empereur dansant une polonaise. Ils se contentèrent d'échanger un regard.
L'empereur acheva la contredanse. La contredanse achevée, eh bien, demanda-t-il à Caulaincourt. Eh bien, sire, répondit l'ambassadeur, le feu est éteint. Et tout fut dit. Le lendemain seulement, les invités de la splendide fête apprirent que pendant un quart d'heure, ils avaient, selon l'expression de M. de Salvandy, dansé sur un volcan. Nous avons dit que l'empereur Alexandre avait coutume de se promener seul dans les rues de Saint-Pétersbourg. C'était encore une des habitudes qu'il appliquait à ses voyages. Un jour qu'il parcourait ainsi la petite Russie, l'empereur arrive dans une bourgade, et tandis qu'on change de chevaux, il saute à bas de sa voiture, annonçant aux postillons qu'il désire marcher un peu à pied, et les invitant en conséquence à ne pas se presser. Puis seul, et vêtu d'une redingote militaire, ne portant aucun insigne, il commence sa promenade. Arrivé au bout du village, deux chemins se présentent à sa vue. Ignorant lequel il doit prendre, il s'approche d'un homme vêtu d'une capote militaire à peu près pareille à la sienne. Cet homme fumait sa pipe, assis sur un banc à la porte de sa maison. « Mon ami, s'informe l'empereur, laquelle de ces deux routes dois-je prendre ?» À cette question, l'homme à la pipe toise le questionneur des pieds à la tête, et stupéfait qu'un simple voyageur ose parler avec cette familiarité à un homme de son importance, en Russie surtout, où la différence des grades établit une si grande distance entre les supérieurs et les subordonnés, il laisse entre deux bouffées de fumée tomber dédaigneusement ces mots « la route à droite ». L'empereur comprend la cause de cet orgueil bien légitime et s'approchant de l'homme à la pipe, « Pardon, monsieur, lui demande-t-il en portant la main à son chapeau. Encore une question, s'il vous plaît. Laquelle ? Permettez-moi de vous demander quel est votre grade dans l'armée. Devinez. Mais monsieur est peut-être lieutenant, monté, capitaine, plus haut, major, allez toujours, chef de bataillon. Enfin, ce n'est pas sans peine. L'empereur s'incline. Et maintenant, dit l'homme à la pipe, persuadé qu'il s'adresse à un inférieur, qui êtes-vous vous-même, s'il vous plaît? Devinez, répond à son tour l'empereur. Lieutenant, monté, capitaine, plus haut, major, allez toujours, chef de bataillon, encore. L'interrogateur tire sa pipe de sa bouche. Colonel, vous n'y êtes pas. L'interrogateur se redresse et prend une attitude respectueuse. « Votre Excellence est donc lieutenant général ? Vous approchez. Mais en ce cas, Votre Altesse est donc Feldmaréchal ? Encore un effort, monsieur le chef de bataillon. Sa Majesté impériale, s'écrie alors l'interrogateur stupéfait en laissant tomber sa pipe qui se brise en morceaux. Elle-même, répond Alexandre souriant. Ah, sire, s'écrie l'officier, les mains jointes, pardonnez-moi. Et que diable voulez-vous que je vous pardonne, dit Alexandre. Je vous ai demandé mon chemin, vous me l'avez indiqué, merci. Et l'empereur, saluant de la main le pauvre chef de bataillon stupéfait, prend la route à droite, sur laquelle sa voiture ne tarde pas à le rejoindre. Une autre fois, pendant un autre voyage, car la vie d'Alexandre, fils de Paul, se passa comme celle d'Alexandre, fils de Philippe, dans une locomotion perpétuelle, l'empereur, en traversant un lac situé dans le gouvernement d'Arkhangel, fut assailli par une violente tempête. Sa mélancolie, toujours croissante, faisait que le plus souvent Alexandre voyageait sans suite. Il était donc seul avec le pilote dans une barque que les flots du lac, mugissants et soulevés, menaçaient d'engloutir. « Mon ami, dit l'empereur au pilote, lequel commençait à perdre la tête en songeant à l'immense responsabilité qui pesait sur lui, il y a 1800 ans à peu près que César, se trouvant dans la situation où nous sommes, disait à son pilote avec orgueil « Ne crains rien, tu portes César et sa fortune ». Je ne suis point César, je crois plus en Dieu et crois moins en ma fortune que le vainqueur de Pompée. Je te dirai donc tout bonnement, oublie que je suis l'empereur, ne vois en moi qu'un homme comme toi et tâche de nous sauver tous les deux. À ce langage, que le pilote russe comprit sans doute beaucoup mieux que le pilote opportunus ne dut comprendre celui de César, le brave homme redoubla d'efforts et la barque, dirigée par une main ferme, aborda au rivage.
Malheureusement, Alexandre n'avait pas été aussi heureux avec son cocher qu'il l'avait été avec son pilote. Pendant un de ses voyages dans les provinces du Don, il avait été renversé violemment et jeté hors de son drosky, s'était blessé à la jambe. Esclave de cette discipline qu'il prescrivait aux autres, et que, pour plus d'efficacité, il appliquait à lui-même, il voulut, malgré sa blessure, continuer le voyage afin d'arriver au jour dit. Mais la fatigue et l'absence de soins envenimèrent la plaie. Depuis ce temps, et à plusieurs reprises, des érésipèles se portèrent sur cette jambe, forçant l'empereur à garder le lit pendant des semaines et à boiter pendant des mois. Une attaque violente de ce mal avait eu lieu pendant l'hiver de 1824. Il habitait Tsarskoye-Selo, sa retraite favorite, et qui lui devenait de plus en plus chère à mesure qu'il s'enfonçait davantage dans cette sombre mélancolie qui le dévorait. Après s'être promené tard, oubliant le refroidissement du corps pour suivre les rêveries de l'âme, il rentra glacé, se fit apporter à manger dans sa chambre, et la même nuit fut saisi d'un érésipèle accompagné d'un accès de fièvre plus violent qu'aucun de ceux qui l'eussent encore atteint. Cette fièvre fut si âpre qu'au bout de quelques heures, elle l'amena le délire. L'empereur fut ramené à Pétersbourg dans un traîneau fermé et remis aussitôt son arrivée aux mains des plus habiles médecins qui décidèrent unanimement qu'il fallait lui couper la jambe. Son chirurgien particulier, le docteur Willy, s'opposa seul à cette décision, déclarant que pour cette fois encore, il répondait de l'auguste malade. Et en effet, pour cette fois encore, il le guérit. À peine guéri, l'empereur était retourné à Tsarskoye-Selo. Toute autre résidence lui était devenue importune. Là, toujours seul en face de sa grandeur, spectre qui l'épouvantait sans cesse, ne recevant à des heures fixes que les ministres avec lesquels il travaillait, sa vie était celle d'un trappiste pleurant sur ses fautes plutôt que celle d'un grand empereur ayant charge d'existence et d'âme. En effet, se levant à 6 heures l'hiver, à 5 heures l'été, Alexandre faisait sa toilette, rentrait dans son cabinet, trouvait sur son bureau, à sa gauche, un mouchoir de batiste plié, à sa droite, un paquet de 10 plumes toutes taillées. Alors l'empereur se mettait au travail, ne se servant jamais 2 fois de la même plume si son travail avait été interrompu, cette plume ne lui eût-elle servi que pour signer son nom. Puis, son courrier fini, la signature achevée, il descendait dans le parc où, malgré les bruits de conspiration qui couraient depuis 2 ans, il se promenait toujours seul et sans autre garde que les sentinelles du palais. Vers 5 heures, il rentrait, dînait seul et se couchait à la retraite et au son clair, mélancolique, choisi par lui-même et qu'il endormait dans cette même disposition triste où il avait passé sa journée. Quant à l'impératrice, elle l'avait, malgré sa résignation ordinaire, accepté cette séparation de corps et d'âme. Pareille à l'ombre d'elle-même qui avait obtenu du ciel la permission de veiller sur son bien-aimé Alexandre, on sentait sa douce influence tout autour de l'empereur sans la voir jamais. L'hiver et le printemps de 1824 se passèrent ainsi, mais lorsqu'arriva l'été, les médecins déclarèrent à l'unanimité qu'un voyage était nécessaire au rétablissement de l'empereur et pensèrent que la Crimée était le pays le plus propre à accélérer la convalescence. Alexandre, comme s'il eût deviné qu'il touchait au terme de sa vie, n'avait fait aucun projet pour cette année. Il consentit donc avec une profonde indifférence à tout ce que l'on décida pour lui. L'impératrice, plus inquiète de cet état de morbide tranquillité qu'elle ne l'eût été d'un état d'irritation continuelle, sollicita et obtint la permission de l'accompagner dans cette course. Et après un service public chanté pour la bénédiction de son voyage, et auquel assista toute la famille impériale, Alexandre, conduit par son fidèle cocher Ivan, et suivi de son chirurgien Willy et de quelques officiers d'ordonnance, sous les ordres du général Diebitch, quitta Pétersbourg, que son cadavre seul devait revoir au bout de 4 mois. C'était le 13 septembre à 4 heures du matin, l'impératrice partit le 15.